Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour suivre votre magazine de prédilection kiosque. Envie de suivre les différentes analyses qui vont être sorties de la bouche de nos invités, qui vont éclairer également la lanterne de l'opinion quant à l'actualité politique en République démocratique du Congo. Des sujets vont donc constituer l'ossature de cette émission kiosque. Il s'agit donc de la clôture hier de la table ronde sur l'état des sièges dans ce mot de clôture officiel de ces assises ouvertes le lundi 14 août 2023 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a rappelé que les participants à cette table ronde de 3 jours étaient répartis en 3 commissions thématiques afin d'analyser les 3 propositions relevant des avis émis par les populations des provinces sous l'état des sièges lors de missions d'itinérance. Et puis, 3 personnalités congolaises sanctionnées par le gouvernement américain pour corruption et crime environnemental. Il s'agit donc de Augustin Zumbi, Amérique, coordonnateur national des CITES et conseiller juridique de l'ICCN, Léonard Mwamba Kanda, ancien chef des départements à CITES en République démocratique du Congo, ainsi que le pasteur Kosmal Wilungu, ancien directeur général de l'ICCN, a encore ses communiqués du département d'État américain. Les 3 personnalités ont abusé de leurs positions respectives pour trafiquer les espèces sauvages et d'autres espèces protégées vers la Chine par corruption et calcification des permis. Les actions criminelles ont non seulement sapé l'état des droits et la transparence du gouvernement en République démocratique du Congo, mais aussi les efforts de longue date en matière de conservation de la faune, précisent les communiqués du département d'État américain. Voilà tous ces sujets qui vont être analysés au cours de cette émission kiosque. Comme invité, Nico Faye, bonjour. Bonjour estimé, je salue aussi les amis avec lesquels nous partageons ce contrat. Monsieur Gandhi, kiosque vous salue. Moi aussi, non seulement je salue toute l'équipe administrative et technique de notre de la radio et de la télévision, mais aussi je salue tous les téléspectateurs qui nous écoutent ou qui nous suivent en direct par cette télévision. Voilà, j'espère que le débat sera un débat républicain et démocratique. Mike Gardidiana, bonjour. Bonjour, estimés confrères, bonjour aux amis sur le plateau et bonjour surtout aux téléspectateurs de cette belle émission. Tito Longhi. Merci beaucoup, c'est un rendez-vous très important avec des figures aussi emblématiques, des très bons journalistes, et je crois que le public aura aujourd'hui la possibilité de bénéficier de ce que nous allons développer, surtout que le sujet semble être aussi important pour notre pays. Nico Faye, je commence par vous. Comment interprétez-vous ces assises sur l'état du siège en vue de mettre fin à la présence des groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup estimé pour l'opportunité. Vous avez 2 minutes. Hein? 2 minutes? Oui. Merci beaucoup pour l'opportunité. Mais avant toute chose, je ne saurais m'embrasser du rappel national. Comme d'habitude. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 120 jours pour la tenue 2 élections. À la différence des fins de mandat, quant à la fin de mandat, il nous reste 155 jours. Que chacun fasse sa part, que tout le monde cherche les moyens pour sécuriser les élections, pour les financer et pour les organiser, mais de bonnes élections. 83 jours depuis que le compatriote Salomon Escadela Kalonda a été arrêté de la manière que nous connaissons. 83 jours, sans mandat de comparution, sans quoi que ce soit, un père de famille responsable, et il y a une résidence connue dont la fuite n'était pas crainte, mais vous connaissez, nous nous réjouissons aujourd'hui que notre lutte a porté ses fruits, qu'aujourd'hui, que le procès s'ouvre. Parce qu'il fallait qu'on aille vite avec le procès pour que la personne soit fixée sur son sort. 440 jours depuis que notre Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa, 140 jours depuis que les populations des quartiers Kama Singaïnga
dans la commune de Sélé, toutes leurs maisons ont été détruites. Même situation aujourd'hui dans les quartiers communément appelés Plaza, mais sur le quartier Canada, où les populations vivant ce quartier sont sous les menaces d'un certain Bernard et de la famille Kengo. Et 442 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo, Kinshasa. Très bien, répondez maintenant à la question. Je suis en train de me poser la question. Oui. Qu'est-ce que ce régime veut faire du Congo? J'avais dénoncé, décrié qu'il ne fallait pas aller à la mesure extrême de l'état de siège, qui est une situation exceptionnelle. On ne m'a pas écouté. Antoine a pris une ordonnance pour décréter l'état de siège. Aujourd'hui, si on est Congolais objectif, impartial, non envoûté, on s'accordera que ce que j'avais prédit à ma qualité de l'œil de l'aigle, cela est arrivé et c'est un fiasco une fois de plus de ce régime. Mais le comble est que pendant la période où beaucoup de fonctionnaires et agents publics se plaignent de retard des émoluments, de retard de salaire, ils ont supprimé beaucoup de primes dans beaucoup de secteurs. Figurez-vous, même dans les régies financières, ils ont trouvé la prime de mobilisation qu'ils payent, que le régime paye aujourd'hui difficilement. Ils ont trouvé la prime la plus-value qu'ils ont supprimée avec votre ministre des Finances, qui a supprimé la prime de plus-value. Aujourd'hui, même ceux-là qui mobilisent l'argent sont en difficulté de se payer le transport, se payer même les loyers, les impaiements dans tous les secteurs. Mais voilà encore le régime de destruction. Pour prendre la décision, on n'avait pas convoqué les Congolais. Mais comment aujourd'hui le régime se réveille, convoque maintenant les Congolais pour tabler sur une décision qui avait été prise au niveau de la présidence de la République? Mais c'était les souhaits des Congolais eux-mêmes par rapport à la convocation de ces tables rondes. Les Congolais s'étaient exprimés par quelle... Mais les notables de l'Est... Ils s'étaient exprimés par quelle voie? Lorsque vous avez pris cette décision, vous les avez consultés. La décision est constitutionnelle, monsieur. Mais si elle est constitutionnelle, en vertu du principe de paralysme des formes et de compétences, ayez le courage que la mesure prise par vous a lamentablement échoué. Pourquoi lorsque ça échoue, vous devez commencer maintenant à chercher des chemins détournés? Vous avez pris la décision. Ayez aussi le courage de reconnaître que non, la mesure prise par vous a lamentablement échoué. Mais pourquoi lorsque vous comptez prendre une décision et que ça échoue, on doit commencer maintenant à aller dans le consciambile? Lorsque vous avez pris la décision, est-ce qu'on avait convoqué le Congrès de tout le Congo? Avec quel argent? Par le temps qui court, où tout argent est argent, on ne paye presque pas les gens sont informés, difficulté de transport, vous avez seulement l'argent pour convoquer le Congrès, pour faire quoi? Ça ne vient pas de moi. Mais Nicolas, s'il vous plaît, étant donné qu'il y a une dynamique opérationnelle qui démarre déjà et que les opérations se poursuivent pour continuer les combats sur terrain, vous ne voyez pas qu'il est ici aujourd'hui d'opter pour cet état de siège? Je vous oppose d'abord un moyen constitutionnel. Oui. Congolais, c'est le procureur qui vous parle. Article 85 de la Constitution passée au référendum. Ça, ce n'est pas le manifeste de l'enseignement. Concluez déjà, chuté. Article 85. Oui, chuté. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres, conformément aux articles 144-145 de la présente Constitution.
il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence et l'état de siège sont déterminées par la loi. Vice et notre vice. Depuis que vous avez proclamé l'état de siège, où est la loi qui a suivi? Où est la loi qui a suivi? La loi n'a pas suivi. Néanmoins, on a tué des Congolais. Beaucoup de territoires ont été pris sous l'état de siège et qu'aujourd'hui, au lieu d'accepter l'évidence qui est là, que votre mesure a lamentablement échoué, qu'est-ce qui empêcherait à vous Contomblo aujourd'hui de reconnaître que la mesure parue a échoué? Très bien. Marc Hardy Diana, vous avez suivi l'argumentaire des Nicofy. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que l'état de siège n'a pas atteint ses objectifs? Malheureusement, ceux qui me suivent savent que je suis dans un cas d'école, je ne suis pas venu répondre aux questions de Nicofy. On est chacun venu analyser. Moi, je réponds à vos questions. À vous. Oui. Si jamais je signe qu'il y a quelque chose à corriger, j'y reviendrai. Mais je ne suis pas là pour répondre à Nicofy. Quand vous parlez de l'échec ou la réussite de l'état de siège, ça dépend en perception. Je comprends le prisme. Chaque Congolais aujourd'hui se mettrait d'accord que sur le plan sécuritaire, il y a encore des difficultés malgré la présence de l'état de siège. Mais j'ai l'habitude de le dire et de le rappeler aux gens. L'état de siège, si il ne nous a pas permis, sur le plan militaire, d'avoir les résultats escomptés, dans la dimension stratégique, beaucoup de choses ont évolué. Ça, c'est une certitude. Mais maintenant, la réalité, c'est que, rentrons dans le contexte, on parle de table ronde. Est-ce qu'on a invité des gens ici pour couvrir la décision de ne pas prolonger l'état de siège? Je vous rappelle que s'il faut suivre les lignes, encore la communication du gouvernement, ces gouvernements prêchent pour le maintien de l'état de siège. Mais cet état de siège a été renouvelé à ce stade ici, je crois, si je ne m'abuse, 22 fois. Et que finalement, il y a quand même des voix discordantes au sein de ceux qui vivent cette réalité sur terrain. L'idée, c'est quoi? La table ronde permettra aux différents participants de pouvoir, argument après argument, justifier le fait soit de ne pas prolonger l'état de siège, soit de requalifier, soit de prolonger définitivement. Et les conclusions seront présentées justement au chef de l'État qui, dans la limite du possible, au regard du rapport qu'il aura au-delà de ses rapports militaires et de ses services, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est le Congolais le mieux informé que nous tous, pourra cette fois-là prendre la décision tenant compte d'une nouvelle dynamique ou d'un nouveau rapport qui sera sur sa table, venu cette fois-là non pas de services étatiques, naturellement, mais des différentes forces vives et justement de l'ensemble des participants à ces assises. C'est ça le rôle de cette table ronde. La table ronde n'est pas là pour décider. La table ronde est là justement pour pouvoir évaluer d'une manière aussi large la réalité sur terrain de l'état de siège. Alors, quand on veut parler, contextualisons les choses. Les gens qui se sont réunis n'ont aucune compétence pour pouvoir décider s'il faut prolonger ou pas. C'est des acteurs importants de la vie de la République, des gens parfois qui vivent au quotidien cette réalité mieux que nous qui parlons sur ce plateau. Donc, il était, à mon sens, logique d'écouter leur point de vue, qu'ils expliquent pourquoi, quand la majorité estime qu'il faut lever l'état de siège. Maintenant, dans tout ça, qu'est-ce que moi je propose? Je crois que, à la limite du possible, j'ai l'habitude de dire aux gens que la réalité de l'Est est une trilogie. Il est difficile de pouvoir réussir sans tenir compte de ces trois leviers. La première chose, c'est que je ne reviendrai pas sur le contexte de cette guerre, sinon je recommanderais à chacun d'aller lire le livre de Charles Nana. Il va suffisamment nous éclairer sur la motivation et sur le pourquoi de cette réalité. Mais au-delà de ça, en tant qu'État, on doit commencer par avoir des services d'intelligence efficaces. Cette bataille militaire est d'abord stratégique. Dès lors qu'on n'aura pas résolu ces problèmes-là, quand on fait face à une guerre asymétrique où de gens parfois dissimulés au sein de la population, c'est ça notre plus grande faiblesse. Deuxièmement, il faut un travail de proximité dans l'approche sécuritaire. Cette population-là qui vit au quotidien avec certains rebelles qui vont faire des sans-coups dans la forêt et reviennent vivre dans la société, ne peuvent pas justement être des auxiliaires de la justice ou encore de la police sans craindre les représailles. Quand ta vie n'est pas sécurisée, il est difficile de pouvoir être justement cette porte-voix qui peut faire facilement le travail des dénonciations. Il n'existe pas un service de sécurité de proximité dans cette partie, mais aussi recréer un cadre de vie. La difficulté dans le contexte de l'état des sièges aujourd'hui, c'est que on a pris des mesures restrictives, bien que ce soit pour des raisons sécuritaires, mais avons-nous pensé justement au contexte de vie de cette population? L'aide sociale de l'État aux victimes pose problème. Vous ne pouvez pas demander à une population, dans un contexte de guerre, qui vit déjà une situation très difficile,
de ne plus aller au champ comme il se doit, sans respecter le rythme de son modèle économique, sans pour autant que derrière, qu'il y ait une assistance conséquente. Ça finit par devenir asphyxiant. Ça finit par devenir asphyxiant et finalement, c'est justement ce qui justifie. Je crois, et j'ai même un mea culpa, personne ne la coupera, la décision de la population, pour la plupart des cas, certains qui contestent l'état de siège, relèvent d'un contexte sociétal. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est des gens qui, au-delà de la situation des guerres, Oui. se rendent compte que dans la vie sociale, le contexte est devenu encore très difficile. Mais lorsque le chef de l'État dit que l'état de siège prendra fin lorsque les motivations qui l'ont accompagné vont se terminer, donc c'est-à-dire que c'est la guerre. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, s'il opte pour la position de la majorité lors de ces tables rondes, le chef de l'État s'est contredit. Je vous ai dit dès le départ que si vous suivez la communication, le gouvernement est pour le maintien de l'état de siège. Ça, Oui. c'est un secret de politique. Mais la majorité Maintenant, des le problème, participants... c'est que faut craindre une grogne sociale, il faut craindre une implosion interne. Ce qui fait qu'à force d'y aller, il faut prendre un peu de recul, écouter les différentes forces civiles, écouter les représentants de ces sociétés qui aussi bénéficient encore, qui sont sous le coup de cet état de siège. La position du gouvernement est très visible, n'importe qui peut le voir. Maintenant, le problème ici, c'est que décider de se contredire, ça c'est sa responsabilité. Moi, je suis de ceux qui estiment qu'il ne faut jamais avoir honte de pouvoir rectifier les tirs quand on estime que de ces côtés-là, les résultats ne sont pas escomptés. Là n'est pas le problème. Mais le problème, c'est que dans ce contexte ici, est-ce que si on lève l'état de siège, Oui. dans le contexte sécuritaire, avons-nous les garanties qu'on aura les moyens nécessaires pour pouvoir faire évoluer la réalité? Parce que ça ne sert à rien d'aller dans une dynamique pour replonger cette population dans un contexte encore plus macabre. Je crois qu'à ce stade ici, les conclusions de cette table ronde, si le chef de l'État aura le temps de l'écouter, on peut décider d'élever l'état de siège, c'est possible, Oui. mais en consolidant certains acquis, Entre autres. certaines dispositions, certaines mesures d'encadrement sociétal. Par exemple, on fait face à un contexte de guerre qui est devenu presque du terrorisme. Vous avez suivi l'explosion de bombes, les kamikazes et autres. Je crois qu'à la limite du possible, il faut continuer à maintenir cette décision de pouvoir sécuriser et limiter les fréquentations de zones à grand flux. Par exemple, les marchés, les églises. Il faut que le contexte sécuritaire qui ont été mis en place pendant la période d'état de siège persiste. Sinon, on risque de retourner à la case départ et on risque de vivre une situation encore plus difficile, surtout que cette guerre, autrefois, disons-le, asymétrique, a nettement évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait face à qui on combat. On sait exactement d'où peut provenir le danger et on sait exactement qui sont les ennemis et quel est le niveau d'implication des responsabilités des armes. Très bien. Mais c'est Gandhi. Oui. La partie Est de la République démocratique du Congo est confrontée à plusieurs guerres meurtrières depuis plus de 10 ans, et plus de 20 décennies plutôt. Mais dans le souci de pallier à cette situation, le chef de l'État avait mis en place l'état de siège pour résoudre cette crise sécuritaire. Mais aujourd'hui, avec les assises de table ronde pour évaluer cette situation, la plupart des gens ou des notables de cette partie, l'Est du Congo, plaident pour la levée pure et simple de cet état de siège. Qu'en dites-vous? Oui. Disons, d'abord, si on analyse la situation était difficile pendant que ces potentats étaient au pouvoir là-bas, au Nord Kivu notamment, en Ituri également. Ils étaient là, ils n'ont pas pu juguler la situation difficile que connaissaient nos concitoyens là-bas. S'il y a eu état d'urgence, c'est puisqu'il y avait des situations difficiles que l'État devait prendre à bras le corps. L'état de siège. L'état de siège, oui. Oui. Donc, c'est ça. Mais au ressort de tout ça, ce qui a manqué grandement, c'est surtout l'effet de manque d'évaluation trimestriellement ou semestriellement. On aurait pu, si on avait fait des évaluations en temps voulu, rectifier les tirs, tout en maintenant l'état de siège, rectifier les tirs. Il nous a manqué aussi des stratégies. On sait que c'est une guerre économique. Si on a mis en place l'état de siège au niveau de Goma, etc., c'est puisqu'on vivait une guerre économique par rapport au Rwanda, par personne interposée. Comment? Il y a des gens ici au Congo, Congolais d'origine, qui
traversée du Congo au Rwanda pour ramener des matières premières, notamment du coltan. À un moment donné, on a signalé que le Rwanda était le premier producteur du coltan. Comment, par quelle magie, le Rwanda, qui ne produit pas du coltan, devait être premier producteur? Vous verrez que lors de l'état des sièges, il y a eu un problème économique et financier qui s'est posé au Rwanda, puisqu'il y a eu réduction des transactions frauduleuses entre la RD Congo et le Rwanda. Mais là où nous avons manqué de stratégie, puisqu'on est en train de bloquer une issue frauduleuse, on n'a pas imaginé que les Rwandais pouvaient rentrer par d'autres territoires, puisque presque toute cette partie du Congo est très riche. Il y a eu manquement au niveau des autorités pour ne pas prévoir une stratégie militaire, une stratégie informationnelle, c'est-à-dire à savoir que les agents de sécurité un peu partout dans le territoire, autour de Goma, etc. On a manqué cela. C'est ce qui fait que quand on occupe, on bloque le Nord Kivu dans la partie Goma et le reste, et ils vont s'introduire de l'autre côté. Et c'est des bonnes guerres. Et stratégiquement, il y a eu faille de ce côté-là. Il fallait corriger. Je parle pas de M. Faye. Donc, c'est ça le point négatif. Donc, il y avait lieu de réajuster les tirs si on faisait des évaluations. C'est qu'on n'a pas fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne dis pas qu'il faut bloquer, changer, revenir à l'ordre ancien, puisque le problème n'est pas réglé. Si le problème n'est pas réglé, il faut plutôt trouver une solution intermédiaire. Maintenir l'état des sièges tout en donnant la possibilité ou les possibilités à nos concitoyens de vaquer à leurs occupations, toujours sous contrôle des services d'intelligence, mais aussi aux hommes politiques, puisqu'on va vers les élections. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu trop de bruit pour leur faciliter la tâche, leur permettre éventuellement d'aller vers les électeurs pour pouvoir les rencontrer par rapport aux prochaines élections. Mais ceci dit, on ne peut pas rester figé comme M. Faye, que je peux appeler robot, puisque M. Faye, quand on l'a écouté une fois, on peut remettre tout ce qu'il dit, ce sera pareil. Il ne réfléchit plus. Avant, il réfléchissait. Oui. Ce qu'il disait par rapport à la situation socio-économique, c'est une situation que tout le monde vit. Personne n'a nié que la vie est difficile au Congo. La vie est difficile. Mais il faut des solutions, il faut qu'on propose des solutions. Quand M. Faye, avec la même litanie, les mêmes tableaux, qu'il ressasse à longueur de journée dans les médias, mais c'est gênant pour les téléspectateurs, c'est gênant pour les auditeurs. C'est le même schéma. Le schéma que nous on veut aujourd'hui, certes, de critiquer ce qui ne va pas, mais aussi de proposer des solutions. Et face à la situation d'aujourd'hui au dossier de l'Est, là, oui, je vais chuter là. Oui. On est devant une équation à plusieurs inconnus. Cela aurait demandé plus de temps au niveau des évaluations, disons, chaque trimestre. Et aujourd'hui, que les intelligences en dehors de ces gens-là. Puisque le fait que des gens demandent à ce qu'on remette en cause l'état de siège, moi j'ai bien peur que ces gens-là viennent par rapport à leurs propres intérêts. J'ai bien peur que à un moment donné, on vive une situation beaucoup plus difficile. Qui dit que s'il n'y avait pas l'état des sièges, est-ce qu'on aurait Goma encore aujourd'hui au Congo? Je me pose la question. Est-ce que l'état des sièges n'a pas empêché l'occupation du Goma? Si on avait Goma, on était plutôt dans la merde. Je ne dis pas qu'il faut laisser les autres territoires comme Boudagana et autres. Tous les territoires sont importants, mais il fallait protéger Goma. Là, c'est une réussite, même s'il y a quelques inconvénients ici ou là. Et les hommes politiques, on doit faire attention de suivre de très près. Comme M. Mbosso a dit, il y a des gens qui sont impliqués directement ou indirectement. On doit bien les surveiller et s'il y a lieu que la justice s'en saisisse, je pense même qu'il y a eu du retard là-dessus, le procureur aurait pu déjà le faire. Quand on avait signalé qu'il y a certains de nos représentants au niveau du Parlement étaient impliqués dans cette guerre-là, il fallait agir. Mais c'est l'idée, à la lumière du lobbying mené par certaines personnes pour asseoir la thèse de la négativité de ces assises sur l'état des sièges, ou soit sur l'état des sièges. En fait, la première essaie de savoir si la situation sécuritaire est pire qu'avant et que aujourd'hui l'état des sièges n'a pas résolu tant soit peu cette situation. Votre réaction? Écoutez, je ne vais pas revenir à ce qui est déjà dit, ce que Diana a apporté comme également élément
des réponses. Moi encore, nos deux amis, Nico Faye et mon confrère. L'idéal, c'est d'abord de comprendre les contours de la chose. Oui. Vous savez, quand vous êtes un analyste, un Congolais, journaliste et professionnel, le destin de notre pays, c'est l'outil entraînement. Et lorsque nous nous plaçons dans un plateau de télévision, il faut que nos réflexions doivent apporter des solutions, pour ne pas dire de pistes de solutions. Le problème de la sécurité en République démocratique du Congo, plus précisément à l'Est, est tellement complexe. N'oubliez pas que c'est depuis l'époque de Mobutu, où les Rwandais et d'autres pays voisins cherchaient à réduire l'influence du Zaïre à l'époque. Le grand Mobutu, quand il était là, il peut se dire aujourd'hui, DSP, je vais vous voir au Tchad pour en finir avec Déby. DSP, je vais vous voir demain. Dans quelle situation? Parce que on avait ce monopole, cette capacité de faire. L'insécurité a gagné des espaces parce que l'homme congolais n'a pas su capitaliser ses acquis. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oui. Je crois qu'il était important aussi pour un gouvernement sérieux de réfléchir, de voir quelle est la mesure intéressante qu'on peut produire pour faire arrêter l'hémorragie de l'insécurité. Il y a des gens qui meurent, il y a des déplacements de la population massive, et les gens ont perdu même leur identité. Et l'état des sièges était aussi l'un des moments, pour ne pas dire l'une des décisions qui pouvait et qui a aussi apporté. Au moment où nous parlons, les assises dont on fait aujourd'hui allusion ont été précédées par une journée de réflexion où on a placé les termes de référence. Oui. L'état des sièges n'a pas échoué, n'a pas réussi, n'a pas répondu. Mais je vous dirais que dans certains, on a reçu, aujourd'hui, on a compris quel est le véritable instrument déstabilisateur de la République démocratique du Congo à partir de l'état des sièges. On parle aujourd'hui de l'économie. Vous avez vu avec la gouvernance des hommes à l'uniforme, les recettes fiscales ont quand même eu sa raison d'être par rapport à ce que les civils produisaient. Nous ne sommes quand même pas au ciel. Il y a des choses qui ont marché. Il y a des choses qui ont marché. Vous soutenez l'idée du maintien. À mon humble avis, je crois qu'il y a eu 3 thématiques. Oui. Est-ce qu'il faut maintenir? S'il faut parler de maintien, quels sont les avantages? Il faut carrément mettre à part. Pourquoi? Quelle est la raison? Ou changer un peu les structures. Donc, il appartient à la population, c'est-à-dire à la partie qui était impliquée dans les discussions. N'oubliez pas, le chef de l'État, on ne peut pas refuser à un gouvernement de réfléchir à haute voix ou d'inviter sa population. Parce que ceux qui subissent cet aspect, c'est la population, c'est la société civile. Et tous ces mondes-là, aussitôt ils étaient placés dans un carton, c'était logique de réfléchir et de proposer. Voilà pourquoi moi j'ai dit, la première de l'information revient au chef de l'État, et lui-même qui a initié cette histoire. Cette fois-là, nous disons merci. La Constitution, Nico l'a lu ici. Le chef de l'État peut se réunir avec le Parlement et le Premier ministre en tant qu'institution pour voir dans quelle mesure. Mais cette fois-là, on invite maintenant, c'est-à-dire on a élargi les champs pour permettre à la société civile, parce que c'est elle qui vit au quotidien cette réalité. Donc nous disons que aujourd'hui la RDC a au moins ce qu'on appelle un élément qualifié que s'il faut mettre fin à l'état des sièges, voilà, oui. Mais on ne peut pas dire que non directement. On ne peut aussi pas dire oui directement. C'est la vie des gens, mon frère. Donc, nous devons être ceux qui doivent gérer le problème de notre pays avec beaucoup de sérieux, pas avec de passion. Mais parmi les thématiques abordées au cours de ces assises, vous parlez de la levée pure et simple, la réqualification, l'évaluation, ainsi de suite, toutes ces thématiques-là. Vous ne voyez pas que si aujourd'hui le chef de l'État fait un choix, parce que la quasi-totalité des personnes qui ont pris part prônent pour la levée pure et simple. Si aujourd'hui le chef de l'État fait un choix pour lever cet état de siège, vous ne voyez pas qu'il est pris devant un piège? Bon, c'est vrai que des avis sont partagés. Oui. Avis partagés, pourquoi? Parce que s'il faut lire l'intention du chef de l'État avec le gouvernement tient à maintenir. Mais le chef de l'État, non.
Non, parce que lorsqu'il est parti, la population avait dit l'état de siège, entre guillemets, a monté ses limites, c'est pas profitable aux autres, les hommes en uniforme sont devenus plus riches. Mais alors que lui-même, le chef de l'État, sait que l'état de siège a porté quand même un élément important et aussi a déstabilisé l'autre partie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut prendre la décision, le chef de l'État va renforcer son argumentaire pour concilier ce qu'on appelle une décision concertée. Une décision qui va permettre à ce que tout le monde puisse se retrouver parce que, n'oubliez pas aujourd'hui, on parle de l'état des sièges, on sait que l'argent, ça part vers les sites à problème et ça rentre directement à Kinshasa. Nous avons fait avec des opérations. À quoi la raison d'être de l'opération des sièges? Mais l'état des sièges lui-même nous permet aujourd'hui d'identifier d'autres acteurs rattachés dans la déstabilisation du pays. Donc, je crois qu'on attend seulement quand Félix Tshisekedi va rentrer et que la population puisse toujours, j'insiste, à par moment avoir confiance de nos autorités. Très bien, on ne doit pas s'éterniser là-dessus. Hein. Changeons de registre pour parler cette fois-ci de ces sanctions ciblées qui, de la part du gouvernement américain, où 3 personnalités congolaises sont sanctionnées par le gouvernement américain pour corruption et crimes environnementaux. Nico Faye, comment voyez-vous ces problèmes? Si moi j'étais présentateur, je maintiendrais un seul sujet. Je ne vois pas ce que les sanctions, sans sanctions, ça changerait au Congo. Mais là où il y a perte, là où il y a mort d'hommes, nous devons insister. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites sur ce plateau. On nous pose la question ici. J'entends Gardi qui dit, sur le plan stratégique, il y a eu une évolution. Quelle est l'évolution? Ce sont les morts d'hommes quotidiens. On tue le Congolais tous les jours. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, j'ai dit, ça je vais répondre à la fin. Je reçois même 10 secondes pour ça. Parce que ce n'est pas important pour moi. Bon, il a raison. On dit sur le plan stratégique, il y a une évolution. Quelle est l'évolution? Hier et avant-hier, vous avez suivi le nombre de morts à Djougou, à Irumu. Votre évolution stratégique là, par rapport aux morts des Congolais, ça vaut quoi? Ils entendent comme ils sont champions, lorsqu'ils sont perdus, dépassés par les événements, vous commencez à poser des problèmes, réqualification, lever. Écoutez, oui, je comprends. Je suis même tenté de ne plus encore lire la condition vis-à-vis d'un régime dépourvu de critiques intellectuelles. Si vous prenez cette condition, vous allez me dire là où vous allez me montrer là où on a écrit réqualification des états de siège. D'où est-il ce vocable-là? D'où est-il ce vocable-là? C'est constitutionnel ça? Soit vous levez, vous échouez, votre solité. Il n'a jamais été trop tard pour mieux faire. Mais les acquis de l'état des sièges sont c'est quoi quand même à les acquis, c'est quoi? Il faut dire à mon peuple corps. Oui. Routou a été pris sous l'état de siège. Prends les marqueurs rouges. Si on était dans un territoire, tu donnerais combien? Une grande partie de Massis a été prise sous l'état de siège. Mais répondez maintenant à la question. J'ai fini. Oui. Une grande partie de Niragongo a été prise sous l'état de siège. Et le nombre de morts enregistrés avant l'état de siège et le nombre de morts enregistrés pendant l'état de siège, le nombre de morts, de massacres, de désolations enregistrés pendant l'état de siège dépasse le nombre de morts qu'on a connus avant l'état de siège. Factuel, les chiffres. Ça s'appelle quoi? Les chiffres, s'il vous plaît. Ça s'appelle quoi? Le chiffre. Ça s'appelle quoi? Je serai journaliste. Et puis ici, j'entends, on me dit que non, l'homme congolais. Non, estimez Tité. Il n'y a pas l'homme congolais qui doit restaurer la paix. C'est l'État. Je me verrai aujourd'hui confronter les gens toujours à la Constitution. Il n'y a pas l'homme congolais, c'est l'État. Je vous propose un autre deuxième moyen. Mais l'État a déjà fourni des mécanismes pour mettre fin à cette paix. L'État, c'est la seule personne au monde dotée du monopole des contraintes physiques sur un territoire. Ne venez pas demander à Boudjadji Faye de rétablir l'ordre au Nord Kivu et à Ituri. Chité maintenant pour répondre à la question. Il a dit qu'il ne répondait pas. 10 secondes. Bon, vous voulez quoi? Bon, on a suspendu parce qu'il y a l'anarchie. Comme vous voulez qu'on réponde à cette question, on a suspendu parce qu'il y a l'anarchie. Merci. Marc Diana, vous avez suivi, comme tout le monde, cette actualité sur les sanctions ciblées à l'endroit de quelques personnalités de la République démocratique du Congo. Vous, en tant qu'analyste, comment
interprétez-vous cette réalité? Merci. Je peux vous poser une question, vous êtes journaliste. Oui. Cosma a quitté l'ICSN, ça fait combien d'années? C'est depuis longtemps, depuis le régime de Kabila. Merci beaucoup. On garde cette réponse-là. Je reviens sur cette question. Permettez-moi aussi de faire une petite digression. Oui. Parce que moi, je comprends qu'on est, chacun ici, on a des objectifs différents. Mais quand on parle de la question de l'Est, à la limite, il faut éviter les anticatastases. De choses de nature à aller justement susciter de simples émotions chez les gens. Est-ce que dans ces pays, de tous les présidents qui sont passés, quelqu'un peut se targuer la poitrine, peut se prévaloir des résultats de la réalité de l'Est? Ceux qui ont connu ces résultats. À la limite près, faisons bien les choses, et faisons les choses simplement. Quand on vous parle de la question de la guerre de l'Est, heureusement que c'est une question qui m'a été posée. Stratégiquement, qu'est-ce qui a fait évoluer? Oui, le contexte de guerre a changé. Autrefois, on était dans une guerre asymétrique. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre d'agression, où les responsabilités sont dégagées et avec de preuves. Aujourd'hui, on peut se détenir devant le concert des nations, citer et prouver à suffisance qu'il y a eu quelqu'un. Pas par le simple rapport venu des Nations Unies, mais par du fait de nos services d'intelligence, prouver à suffisance que cet État-là est impliqué dans la réalité du Congo, en parlant du Rwanda par exemple. Ce n'est pas stratégique à votre niveau? Mais lorsque certains rapports des experts des Nations Unies renvoient dos à dos la République démocratique du Congo et Kigali. Je veux lier le désévénement avec les sanctions dont vous venez de faire allusion ici. Oui. Quand ils nous renvoient dos à dos, vous voulez me parler ici, vous voulez m'expliquer ici que ces mêmes services Nations Unies qui nous produisaient des rapports régulièrement, citant notamment le Rwanda, a décidé de changer d'avis, c'est ça? Depuis toujours, le fait qu'on implique le Rwanda dans la réalité de la RDC, ce n'est pas nouveau. Depuis toujours, les rapports des Nations Unies nous citent le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. Mais aujourd'hui que nous, en tant qu'État, détenons des éléments probants et palpables que cet État-là est impliqué dans l'agression. Si aujourd'hui, on peut se mettre d'accord sur l'évolution, on n'est plus dans une guerre asymétrique ou une guerre entre milices congolais, mais une guerre d'agression venue de l'extérieur. Ça, c'est une évolution de la réalité de guerre. C'est une mention stratégique. Les faiblesses sur le plan militaire, je crois qu'on en a évoqué ici, on ne va pas y revenir tout le jour. Donc, en gros, ici, il ne faut pas avoir l'habitude de, quand on arrive, de faire le show sur des questions aussi sérieuses que la question de l'Est. Même quand on évoque la question de la Constitution ici, nullement, on parle ici de donner la possibilité à qui que ce soit de pouvoir. Je vous ai dit ici dès le départ, les gens qui sont réunis autour de cette table ronde, personne n'a une compétence de pouvoir décider du maintien ou de la levée de l'état de siège, si c'est le chef de l'État. Avec ceux qui sont impliqués de manière indirecte. Je vous l'ai dit ici, cette table ronde est une consultation pour permettre à ce que d'avoir un angle de vue assez large pour pouvoir décider. Et surtout, je vous ai toujours dit que le dialogue fait partie de mécanismes de gestion. Pour éviter l'implosion interne dans cette population qui vit déjà une réalité de guerre et une situation de pauvreté parce que son modèle économique est réduit, il faut avoir l'habitude de l'écoute. Je répète et je l'ai dit toujours aux gens, surtout pour les grands gestionnaires. Parler est un besoin, mais écouter est un art. J'étais pour répondre à la question. Sur la question de sanction, c'est une forme de pression Oui. anticipativement et c'est un langage. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une période électorale. Quand les Nations Unies aujourd'hui essayent de pouvoir remettre sur la table la décision de sanction, en des termes simples, c'est une menace brandie. Très bien. Contre deux gens. Et je crois que nous savons comprendre le langage parce que je vous ai parlé ici. Les faits dont on peut reprocher à Cosma, Wilma et les autres, c'est des faits qui se sont passés il y a 2, 3, 4, 5, 10 ans. Très bien. Qu'on remette la question sur la table aujourd'hui, Oui. je crois que c'est un message. C'est un message. Mais c'est l'idée, je reviens à relancer vous. Marc l'État Adidiana parle d'une pression. Faudra-t-il admettre que si c'est une pression, les sanctions ciblées deviennent un instrument de chantage et de domination? Écoutez, c'est aussi l'occasion pour la République démocratique du Congo de comprendre à quel jeu joue la communauté internationale et surtout les États-Unis. Aujourd'hui, un certain nombre de pays d'Afrique commencent déjà à comprendre que faire les affaires avec les États-Unis, l'Europe, l'Union européenne, en tout cas, c'est comme si on continuait de tourner à bourrique. L'assistance continue, c'est comme si l'Africain est incapable de se mettre lui-même dans la capacité de gérer pour le destin de son pays. Aujourd'hui, on parle des sanctions. Pourquoi est-ce que depuis longtemps, on n'en a pas parlé? C'est basé sur quoi? Alors que le critère sur l'indemnisation de la République démocratique du Congo en termes de préservation des forêts souffre encore.
Les États pollueurs comme les États-Unis, est-ce qu'ils ont un enseignement aujourd'hui à brandir pour leur dire ça, ce sont des distractions. Alors que le vrai problème, comme tout à l'heure tu as dit, on a renvoyé la RTC Rwanda dos à dos, les preuves sont là. L'état des sièges a montré quelques éléments importants qu'on identifie aujourd'hui là où se trouve le problème. Oui. Les intervenants, c'est qui? Et ça choque. Et quand ça choque, ne vous dérangez pas. On va toujours s'organiser pour empêcher les Congolais de s'attendre. Voilà pourquoi. L'ami a parlé du dialogue. Lui parle de dialogue comme moyen de gestion. Moi, je dis dialogue comme étant indicateur pertinent de développement pour permettre aux Congolais de créer une confiance entre eux. Donc, nous disons, les sanctions là, on en a commencé à l'époque de Kabila. On a sanctionné les gens et aujourd'hui, il y a sanctions courant quoi? Qu'est-ce que la population congolaise a bénéficié par rapport à la sanction? Donc, l'heure est arrivée pour que nous puissions, nous, aujourd'hui Congolais, travailler autour d'un consensus, ce qu'on appelle un dialogue franc, que le gouvernement congolais saisisse la balle au bon. Oui. Les élections ne doivent pas être aussi un moment important pour diviser les Congolais, mais plutôt qu'on comprenne les sanctions là n'est profitable qu'aux Américains et leurs institutions. Très bien. Monsieur Gandhi. Oui, là, je ne suis pas d'accord, du tout d'accord. Puisque moi, les sanctions américaines démontrent et prouvent qu'il y a une faiblesse de l'État, surtout une faiblesse de la justice. Ce problème s'est posé ici. S'il y a eu détournement, ben vérifions. C'est la justice qui doit vérifier s'il y a eu détournement, qui est sanction. Sinon, on ne sanctionne pas. Et que par ailleurs, au niveau international, on veut sanctionner, pourquoi s'en prendre à ces gens-là qui, dehors, ont constaté qu'il y a eu détournement des responsables qui devaient protéger la nature? On a signé des accords au niveau international. Donc, il faut les respecter. S'il y a des tournements de fonds, la justice doit s'en saisir. Il ne faut pas que ce soit l'occasion pour nous que, puisque ça vient de l'Occident, puisque ça vient d'Amérique, tout est mauvais. Est-ce qu'il appartient aux États-Unis de sanctionner les individus au pourquoi Congo? les États-Unis interviennent? C'est parce que nous ne sommes pas intervenus. C'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État congolais. C'est le rôle de... Et s'il existe. L'État existe. Le rôle de l'État, le rôle de la justice. Il y a un manquement au niveau de la justice. C'est normal que les autres s'impliquent. Mais respectons-nous. Si on se respecte, on commence par s'organiser et organiser notre justice. Donc, il ne faudra pas dire n'importe quoi. Donc, aussi... Ces gens-là n'ont commis des forfaits qu'avec la Chine, pas avec les Américains. Non, Lisez bien le communiqué, vous verrez qu'il y a de l'impérialisme dedans. Pourquoi ce qui va vers la Chine dérange et ce qui va vers les Nations Unies en termes de flux d'espèces rares? Les États-Unis en ont bénéficié plus que la Chine. On peut réfléchir dans ce sens, dans votre sens, c'est vrai. Mais au départ, il faut qu'on soit propre. Pour être propre, il faut organiser notre État. Pour organiser notre État, il faut qu'il y ait une justice punitive aussi. Ils menacent les autres. Mais sinon, là, si Monsieur on s'attaque aux Américains, on protège ceux qui, aujourd'hui, au quotidien, détournent de fonds au niveau de l'État, du gouvernement, des entreprises d'État, etc. Non, il faut créer une situation stable ici, qui est l'équilibre. Nico Faye, Oui. concluez. La situation de l'insécurité bat son plein au moment où tout le monde, les Congolais, attendaient que les États-Unis d'Amérique puissent sanctionner le Rwanda, mais malheureusement, on assiste à une floraison des sanctions ciblées à l'endroit de certaines personnalités. Comment voyez-vous ces problèmes? C'est-à-dire, vous ici, vous cherchez le pouvoir pour que les États-Unis viennent donner des solutions à votre place. Quand vous battiez campagne ici, vous promettez quoi aux gens? La sécurité. Votre Congolais à 4 fois. Et aujourd'hui, pour restaurer l'autorité, il faut que les États-Unis viennent le faire à votre place. Quelle est cette conception de l'État que vous avez? Quelle est cette conception? Mais lorsqu'il s'agit de dépenser l'argent de ce peuple-là, est-ce que vous demandez l'avis des États-Unis? Lorsqu'il s'agit de dépassement budgétaire, vous demandez l'avis des États-Unis? Répondez aussi. Comment vous induisez les gens en erreur comme ça? Vous êtes État. Malheureusement ici, nous ne sommes pas dans un État, nous sommes dans une histoire. Nous sommes dans un État non-État. On est l'État qui est pour prélever les taxes et impôts. Le reste, là, on cesse d'être État. On vous dit que non, il y a une corruption.
On apporte au moins, on vous apporte oui, une aide. Quitte à vous si vous étiez animé de l'esprit de justice, une justice juste, pas une justice à multiples vitesses comme on le voit aujourd'hui. Non. On vous aide. On dit la corruption qui gangrène aujourd'hui le monde. Mais comme ici chez vous, vous avez érigé la corruption à mode de gestion. Vous avez érigé le détournement à mode de gestion. Vous avez érigé le dépassement budgétaire à mode de gestion. Vous avez érigé la